C'est un écrivain. Il est né en 1873, 10 ans de plus que Schickele. Son père est journaliste. Sa mère meurt alors qu'il a 3 ans. Le milieu littéraire le reconnaît très jeune comme l'un des siens. En 14, il est déjà un écrivain. Il est âgé de 41 ans et malgré des problèmes pulmonaires, malgré ses positions pacifistes d'avant la guerre, il s'engage volontairement dans l'infanterie. De décembre 1914 à 1916, il participe au combat en première ligne. Il est décoré, il a des relations et des contacts qui datent d'avant la guerre, il a publié, et à présent, c'est l'auteur du Feu. Voilà, le Feu, alors il y a énormément d'éditions du Feu, et il y a d'autres œuvres de Barbus, pour ceux qui sont un peu loin. Le deuxième livre s'appelle Clarté, et un des troisièmes livres, Le couteau entre les dents. C'est un titre amusant qu'on ne retrouve plus dans toutes les bibliographies de Barbus. Qu'est-ce que le Feu? Le Feu paraît d'abord en feuilleton dans l'œuvre. L'œuvre, c'est un journal. L'auteur y est parfois censuré. Très vite, il veut faire paraître l'ensemble non censuré sous forme de livre. Ça va donner le Feu, sous-titre Journal d'une escouade, qui obtient le prix Goncourt en 1916, suscite des protestations du public de l'arrière, mais l'enthousiasme de ses camarades de combat. Il n'y a pas de héros, le poilu est en effet un anti-héros. Voici un extrait du chapitre central du livre qui s'appelle d'ailleurs Le Feu. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers faits pour la boucherie humaine, bouchers ou bétail. Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu'on reconnaît dans leurs uniformes. Chacun sait qu'il va apporter sa tête, sa poitrine, son ventre, son corps tout entier, tout nu, aux fusils braqués d'avance, aux obus, aux grenades accumulées et prêtes, et surtout à la méthodique et presque infaillible mitrailleuse, à tout ce qui attend et se tait effroyablement là-bas, avant de trouver les autres soldats qu'il faudra tuer. Fin de citation. Quelle est la forme du Feu? Sous-titre, je l'ai dit, le journal d'une escouade. L'escouade est un groupe de combattants d'une vingtaine de personnes. Certaines disparaissent, sont tuées, et alors ce qu'on appelle des bouchages de trous. La forme du livre est à première vue celle d'un journal, donc. Le narrateur dit le plus souvent « nous » et « on ». En réalité, il y a toute une orchestration des contrastes entre les chapitres, les couleurs. Barbus effectue tout un travail de vocabulaire. Il se sert de l'argot parisien qu'il connaît pour rendre l'atmosphère. Un chapitre qui s'appelle « Les gros mots ». La guerre est vue à travers le mythe du minotaure dévorateur ou de la descente aux enfers à la manière de Dante. Le narrateur est l'élément organisateur d'un discours surplombant et la plus mystérieuse des figures de l'escouade. Mais il n'y a pas de leçon encore dans ce livre, Le Feu. Il y a une polyphonie. Je cite. Il y a ceux qui disent « comme ils sont beaux » et ceux qui disent « les races se haïssent » et ceux qui disent « j'engraisse de la guerre et mon ventre en mûrit » et ceux qui disent « la guerre a toujours été, donc elle sera toujours ». Il y a ceux qui disent « je ne vois pas plus loin que le bout de mes pieds et je défends aux autres de le faire ». Il y a ceux qui disent « les enfants viennent au monde avec une culotte rouge ou bleue sur le derrière ». Il y a, gronde une voix rauque, ceux qui disent « baissez la tête et croyez en Dieu ». Fin de citation. L'ultime chapitre, après le déluge, s'appelle « L'aube », une petite lumière dans un paysage désolé. Je cite un extrait de ce dernier chapitre. « On a été des bourreaux, oui, de durs et infatigables bourreaux. Voilà ce qu'on a été. Mais qu'on ne me parle pas de la vertu militaire, parce que j'ai tué des Allemands. Ni à moi, cria un autre. Ni à moi, parce que j'ai sauvé la vie à des Français. Alors quoi? Ayons le culte
des incendies à cause de la beauté des sauvetages. L'homme se souleva, s'abattit, se souleva encore. Il était blessé sous sa cuirasse immonde et tachait le sol. Et quand il eut dit cela, son œil élargi contempla par terre tout le sang qu'il avait donné pour la guérison du monde. Fin de citation. Cet ultime chapitre a inspiré le tableau d'Otto Dix, Flandre, que vous avez peut-être vu à l'exposition de Colmar, sous-titré d'ailleurs d'après le feu d'Henri Parbus. Le passage commenté par le tableau est le suivant: à demi assoupi, à demi dormant, ouvrant parfois les yeux pour les refermer, paralysés, rompus et froids, nous assistons à l'incroyable recommencement de la lumière. Toujours la lumière. Parbus a deux lectorats: les femmes de l'arrière et les anciens combattants. S'il obtient le concours, il déclenche toute une polémique liée aux difficultés de la guerre en 1917. Parbus assume complètement et il ne veut pas qu'on oublie. Je le cite encore: « Je vous empêcherai d'oublier de quel rayon de beauté morale et de parfait holocauste s'éclaira là-bas en vous, » il s'adresse aux soldats, aux anciens combattants, « la monstrueuse et dégoûtante horreur de la guerre. » Le succès l'encourage Parbus pour son action ultérieure. En 1917, il fonde avec deux autres écrivains et il est le premier président de l'association révolutionnaire des anciens combattants, l'ARAC. Qu'est-ce que le mouvement de clarté? C'est trois choses: un roman, un mouvement et un bulletin. Clarté, c'est d'abord un roman nettement engagé. Donc le deuxième roman dont je parle. Roman nettement engagé, contrairement au Feu, qui était simplement le journal, soi-disant, d'une escouade. On reste dans le champ sémantique de la lumière. Parbus reste un écrivain en publiant son roman Clarté, où domine, dans un style expressionniste, les thèmes du sexe, de la mort, mais aussi ceux de l'oppression idéologique, sociale et nationale. C'est surtout la fin qui devient un petit peu idéologique et assez univoque. Un tout petit extrait sur le drapeau, par exemple, qu'il est quand même bon d'entendre. Non, je ne m'incline pas devant le drapeau. Il me fait peur. Je le hais et je l'accuse. C'est une arme. Ce n'est pas l'amour d'un pays, c'est la différence tranchante, orgueilleuse et agressive qu'on affiche vis-à-vis des autres. Voilà. Citation donc reproduite, on peut trouver sur Internet. C'est le Clarté, donc c'est aussi le mouvement pacifiste lancé en 1919. Ça commence pas en 19, ça commence avant, comme toutes les bonnes choses. En 1916, Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier, deux écrivains, mais aussi deux jeunes soldats combattants, veulent rassembler les intellectuels pacifistes. Ils sont partis à la guerre comme pour un sacerdoce. Ils en reviennent avec la haine. Le jusqu'au-boutisme du commandement militaire les pousse à réagir. Ils établissent une liste et tout naturellement en informent Romain Rolland, la grande référence, avec qui ils n'arriveront toutefois pas à s'entendre. Parbus, au contraire, répond positivement. Il a 20 ans de plus que les autres, que les deux autres, mais ils sont tous les trois d'origine protestante et portent l'uniforme. Vaillant-Couturier est en permission et les deux autres en instance de réforme pour raison de santé. En 17, Parbus charge alors Lefebvre des contacts et de l'organisation. Il commence à travailler sur un manifeste en attendant la fin des hostilités. Le 17 janvier 19, le premier texte paraît dans le Populaire, un journal socialiste. L'appel officiel se fera au mois de mai.
Le nom du mouvement, on l'a vu, s'inspire du roman de Henri Barbusse, et le vénéré écrivain Anatole France, déjà plus vieux, est d'accord pour donner sa signature. En mai, on rend visite à Wilson, et le groupe se présente dans l'Humanité du 10 mai. En juillet, le mouvement publie une déclaration contre le traité de Versailles, intitulée « Contre la paix injuste ». En août, le mouvement prend position contre l'intervention alliée en Russie. Jamais la France ne fera la guerre à l'Union soviétique, comme dit la chanson. Plusieurs réunions ont lieu à Paris en octobre. Des règles de fonctionnement sont fixées. Donc, on est en 19. Des groupes nationaux se constituent. La Belgique réagit parmi les premiers et l'Allemagne est essentielle dans le projet. À travers l'ARAC, c'est-à-dire le mouvement, l'Association révolutionnaire des anciens combattants, le mouvement s'adresse directement aux survivants, qui sont aussi des militants qui se radicalisent. Au congrès de l'ARAC, en septembre 19, les mots d'ordre sont « guerre à la guerre », l'antimilitarisme révolutionnaire, donc, et la critique de la Société des Nations. Toutes les actions ne font pas l'unanimité. Dès l'été 19, apparaissent des clivages. Clarté, c'est aussi une revue. La première forme est celle du bulletin, très modeste, bimensuel dans un premier temps. Il s'appelle Bulletin français de l'Internationale de la pensée. Le bulletin deviendra revue en 1921. Les textes et l'orientation deviendront alors de plus en plus importants. Quelles sont les idées ? Au début, les membres de Clarté sont wilsoniens pour la paix, pour l'union des peuples et le progrès, mais ils vont ensuite, du fait de l'injustice du traité de Versailles et des attaques contre la révolution russe, qui pour eux est le symbole de la paix, en arriver à prendre publiquement la défense de la République des Soviets. Conclusion sur Clarté. Au départ, tout cela constitue un immense laboratoire d'idées, toutes tendances confondues. Wilsonisme, réformisme, humanisme, internationalisme prolétarien. Barbusse n'était pas le premier. Romain Rolland avait essayé, et il continue de regrouper les pacifistes. De juin 19, c'est la déclaration de l'indépendance de l'esprit impulsée par Romain Rolland. Mais ce qu'apporte Barbusse, c'est l'expérience du front, parce qu'il a combattu, et il s'adresse aux soldats vivants, survivants, aux anciens combattants qu'il regroupe dans son association. Il perpétue ainsi concrètement la fraternité du front, en gardant un contact non seulement littéraire, mais physique avec les soldats, et en les politisant. La France après la guerre. C'est important, et le contexte géopolitique est résumé par Schickele de manière assez saisissante. Je cite Schickele cette fois-ci. La frontière est restée. La frontière, comme toujours, que l'Alsace dans la querelle des partis se retrouve à l'est ou à l'ouest. Ça vient de changer, donc elle est devenue française. Hier encore, elle séparait l'Europe autocratique de l'Europe libérale, la frontière. Aujourd'hui, elle constitue le rempart entre l'Europe socialiste et l'Europe capitaliste. Donc en 19, Schickele range l'Allemagne dans l'Europe socialiste. Il y a une discordance des temps entre l'Allemagne et la France. On l'a vu dans cette citation. Il convient de distinguer donc l'histoire de France, côté vainqueur, et celle de l'Allemagne, côté vaincu. La France a gagné la guerre, mais elle a des centaines de milliers de morts ou de disparus et des pertes matérielles énormes. L'Allemagne paiera. Tel est le slogan que l'on entend. Ce n'est qu'au mois d'avril que les vainqueurs convoquent l'Allemagne, au mois d'avril, donc, dans le cadre de la conférence de Versailles sur la paix. Ce n'est qu'au mois d'avril que les vainqueurs convoquent l'Allemagne, qui se sent profondément humiliée, parce qu'elle n'est pas là dès le début, et parce qu'elle est désignée comme le coupable. Le traité est signé en juin, le traité de Versailles.
À la suite des dommages de guerre causés pendant toute la durée de la guerre dans le nord de la France et en Belgique, l'Allemagne est considérée comme principale